La loi sur l'assistance à mourir est-elle une loi qui défend nos libertés ou une loi qui menace nos libertés? Je vais essayer de répondre à cette question aujourd'hui avec la gravité que le sujet requiert, et je vais le faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais quand même dire ce que je lis sur le sujet et lancer un avertissement et parler de la gravité de ce sujet. Et dans un deuxième temps, je vais dire le fond de ma pensée là-dessus, les deux étant d'ailleurs imbriqués. Alors, je vais d'abord, comme disent les bons bourgeois parisiens, dire d'où je parle, puisque ce sujet, moi, de l'aide à mourir, je l'ai malheureusement vu de près. Alors d'abord, comme tout humain, je me pose quand même la question de est-ce que j'ai envie de mourir d'horribles souffrances ou pas, qui est un vrai sujet, mais qui nous hante tous, j'imagine, car nous nous souvenons tous que nous mourrons un jour, c'est notre destin. Mais il se trouve que dans mon cas, malheureusement, la question ne se limite pas à cette angoisse existentielle. La question, je l'ai vécue de près, d'abord parce que moi j'avais 2 ans et demi, je m'en souviens malheureusement, j'ai vu mon père sur son lit de mort, il a mis 12 heures à mourir, la question s'est posée pour lui, je le sais, de savoir si il se laissait mourir ou pas parce qu'il était tombé d'un toit. Donc mon père faisait 1,87 m avant de tomber du toit, il en faisait beaucoup moins en tombant du toit puisque au sol, la cage, le bassin est remonté dans la cage thoracique, en tout cas remonté. Voilà, il a vécu cet écrasement terrible et je pense qu'il aurait pu survivre, mais il ne s'est pas vu vivre dans un fauteuil roulant. Il avait 40 ans, il ne s'est pas vu vivre dans un fauteuil roulant, il ne s'est pas vu vivre avec des médicaments dans tous les sens parce que sa rate avait éclaté, parce que ceci, parce que cela. Il ne s'est pas vu vivre dégradé ou diminué. Voilà. Et donc, à l'époque, on ne parlait pas de tous ces sujets d'euthanasie, mais il est tombé un jour à 10 h du matin et il est mort dans la nuit. Je m'en souviens encore, je me souviens des gendarmes qui sont venus chercher ma mère qui n'avait pas le permis de conduire pour lui demander de constater le décès de son mari. Et je me souviens qu'elle nous a laissés seuls à la maison, j'avais 2 ans et demi, je vous le dis. Donc ce sont des moments traumatiques. Et tant qu'on n'a pas vécu ça, je veux bien que des gens, je vais en dire 3 mots, prennent des positions extrémistes, agressives, haineuses, binaires, manichéennes sur le sujet. Voilà. Moi, je suis plus modéré. Vous le savez, j'ai perdu mon fils, j'ai vu mon fils sur son lit de mort, mais je l'ai vu, j'ai fait sa mise en bière avec son cadavre en décomposition en 2019, et là aussi vous vous dites, bon, quand vous touchez la mort de près, c'est pas la même chose que quand vous glosez derrière votre écran avec votre canette de bière, je caricature, mais pas tant que ça, à dire j'ai lu sur tel média alternatif, je vais pas les citer mais vous les connaissez, où on fait de la distribution quotidienne de aide. J'ai lu, j'ai vu tel débat, c'est les francs-maçons c'est les francs-maçons, et c'est dégueulasse, etc. C'est les mondialistes. Quand vous touchez la mort de près, c'est un peu différent. Et puis il se trouve que 9 mois après la mort de mon fils, 10 mois après d'ailleurs, ma sœur, qui avait 53 ans, est morte dans mes bras en soins palliatifs d'un cancer à un stade très avancé. C'était d'ailleurs pas beau à voir. Elle n'est pas morte de son cancer d'ailleurs, elle est morte parce que ses reins ont arrêté de fonctionner et donc elle se remplissait d'urine. Quand je l'ai trouvée à l'hôpital, elle était sédatée, comme on dit, en sédation profonde, parce que je sais qu'il y a ce débat sur la loi Leonetti qui dit mais il y a une sédation profonde qui rend inutile au fond l'aide à mourir, que je n'hésite pas à appeler l'euthanasie. Et moi je vais vous dire, j'ai eu dans mes bras, pendant 3 heures, ma sœur qui était en détresse respiratoire, pendant la sédation. Alors on peut vous dire, oui mais non, mais il ne souffre pas. J'ai quand même eu le médecin de garde qui est venu me dire, qui était chargé de la sédation, qui est venu me dire, c'est dur monsieur, c'est ma sœur, elle est dans mes bras, elle est en train de mourir. Elle m'a dit, mais vous savez, c'est dur pour nous aussi d'entendre ça toute la journée. Voilà, je l'ai entendu hôpital public, donc je sais qu'on va me dire l'hôpital public c'est génial,
Voilà, moi, je pense que l'hôpital public, c'est un ramassis de gens qui sont dégoûtés par une organisation du travail ni faite ni à faire, par un management qui est nul, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont indignes dans les hôpitaux publics, et moi, que le fait qu'un hôpital soit public, ça ne me fait pas rêver, voilà, parce que moi j'ai vécu ça. Et je voudrais dire que lorsque vous avez un proche, alors l'espèce c'était ma sœur, qui meurt dans vos bras, alors moi pendant 3 heures j'ai parlé à ma sœur, elle était inconsciente, elle était sédatée, j'ai parlé pour calmer sa détresse respiratoire, voilà, mais quand vous vivez ça, vous en sortez, moi j'en suis sorti avec un doute massif, c'est-à-dire je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je sais juste que ce sont des situations extrêmement douloureuses, on ne sait pas trop quoi faire, et moi j'en suis sorti avec une humilité intellectuelle, c'est-à-dire que quand je vois des gens derrière leur écran qui envoient des commentaires en disant « et vous ne dites pas ceci, et c'est dégueulasse, et c'est les francs-maçons qui… » Je vais être vulgaire, j'ai juste envie de leur dire « pauvre con, ferme ta gueule ». Voilà. C'est insupportable. Je voudrais ici souligner l'indignité d'un certain nombre de gens qui prennent des positions à l'emporte-pièce sur des sujets qui touchent à l'humanité, qui touchent au sens, qui touchent à la vie, et ces gens qui, à un moment donné, lorsque vous leur dites « écoute, voilà, moi, j'ai vécu cette situation d'un proche qui meurt dans mes bras en soins palliatifs, please, un peu de dignité, voilà, cette position de franchouillard qui gueule, de tifosi, de supporters de foot, on a l'impression, quand je lis certains commentaires de gens qui s'estiment résistants, arrêtez le pipeau les mecs. Quand je lis certains de vos commentaires, je ne dis pas tous, mais certains commentaires, mais ils sont de plus en plus nombreux, qui respirent la haine, le simplisme, la bêtise. On a l'impression que vous êtes spectateur d'un match de foot et que vous soutenez le Paris Saint-Germain contre l'OM ou l'OM contre le Paris Saint-Germain. Mais la vie, et la vie en société, et la politique sont des sujets un peu plus sérieux que cette bêtise que vous exsudez là en permanence. Voilà. Donc moi je voudrais dire sur ce sujet, parce que j'ai aussi lu dans des commentaires, ce sont les francs-maçons qui poussent à la loi. Moi, vous le savez, j'ai été franc-maçon, je ne l'ai jamais caché, je l'ai toujours dit, je ne le suis plus depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai fait 5 ans en franc-maçonnerie, mais je sais qu'il y a encore plein de choses. Ah, c'est un franc-maçon. Il y a des mecs qui ont été, je sais pas quoi, éboueurs pendant 5 ans, 10 ans après on dit c'est un éboueur, bah non, il a changé de métier quoi. Bon. Et donc plein de gens disent c'est un complot maçonnique, cette histoire de loi sur l'aide à mourir, et voilà, moi j'ai été franc-maçon, je suis globalement contre. Voilà. Simplement, moi je ne parle pas dans le vide et je ne suis pas le spectateur dans les tribunes du match de foot à soutenir une équipe comme un con plutôt qu'une autre. Voilà. Moi, je dis ce que j'ai vu. Je pense que si j'appelais les francs-maçons que je connais, vous en connaissez plein, vous ne savez même pas qui sont francs-maçons. Moi, là aussi, ça me fait rire. Je vois plein de gens qui écoutent Radio Courtoisie. Si vous saviez le nombre d'animateurs de Radio Courtoisie qui sont francs-maçons et qui vous expliquent la France de toujours, etc., vous seriez bien étonné. Bon. Et des francs-maçons qui vous parlent la monarchie c'est bien, les Lumières c'était pas bien, enfin, ils sont tous en loge là. Bon. Mais si vous êtes suffisamment débile pour ne pas le comprendre, j'y suis pour rien. Vous n'avez que ce que vous méritez. Bon. Mais donc, moi, j'ai été franc-maçon, mais si je suis globalement contre l'aide à mourir, et si j'appelle, je pense, 20 francs-maçons que je connais, il y en a 10 qui vont me dire je suis pour, 10 qui vont me dire je suis contre. Voilà. Mais M. Ducon, il pense que tous les francs-maçons portent cette loi et que c'est un complot maçonnique. Et là aussi, on se dit, écoutez, à une époque, on pouvait ne pas savoir. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet, de fouiller, et vous savez tout. Donc si vous restez dans l'ignorance, c'est juste parce que vous êtes des avachis, et c'est votre problème ce qui vous arrive. Si vous prenez Macron, c'est simple, c'est parce que vous êtes avachis et qu'au lieu de vous battre, vous tournez dans la bêtise. Je sais que ça pique quand je le dis, mais je suis consterné par ce que je lis, et je voudrais dire qu'à titre personnel, moi qui ai vécu ces expériences douloureuses, je suis
blessé lorsque je vois des cons venir faire les kékés et venir faire des campagnes de harcèlement sur Internet, notamment sur X, pour dire les francs-maçons ceci, tes francs-maçons ça. Cet étalage de bêtises fières d'être elles-mêmes, je trouve ça effrayant. Voilà, bon. Et donc je ne me gêne pas pour le dire, même si ça pique. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense sur le fond de cette loi. Voilà. La première chose que je pense, c'est que, je le redis, je vous ai dit d'où je parlais. C'est un sujet qui m'a touché, qui me touche personnellement. Voilà. La première chose que je pense, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire. Voilà. Et donc, je pense qu'il n'y a pas, en tant que libertarien, je vais vous faire ma réponse libertarienne, on ne peut pas faire de constructivisme sur la question de l'euthanasie. Le constructivisme, vous savez, c'est cette idée qu'avait Hayek, c'est ce mot que Hayek utilise pour parler des gens qui partent de zéro, qui disent ben, sur un sujet, on part de zéro et on construit une idéologie, une utopie, un plan tout fait, un plan carré, qui ne peut pas se discuter. Ça s'appelle du constructivisme. Et je sais que c'est un mot extrêmement important dans la pensée de Friedrich Hayek. Si vous voulez retrouver ma Liberty Academy sur Substack où je parle abondamment de ces sujets, je vais refaire d'ailleurs un cours sur ce sujet, sur Substack, le Vérag Briefing sur Substack. Mais je sais qu'il y a des prétendus libertariens qui disent « Ah mais Vérag, il n'est pas vraiment libertarien parce que ceci, parce que ce n'est pas un pur idéologue ». Et moi, je leur dis, vous êtes des guignols, parce que si vous étiez réellement libertarien, vous connaîtriez la pensée de Friedrich Hayek, qui est le fondateur, le maître à penser du libertarisme européen contemporain, et qui explique, mais la pensée libertarienne ne peut pas être une pensée utopique ou idéologique. La pensée libertarienne, le libertarisme, c'est d'abord composé avec les traditions nationales, avec les traditions des sociétés, et partir de ce qui existe, et pas faire abstraction de ce qui existe. Donc les gens qui sont dans une pensée pure, ce sont pour Hayek, sont des constructivistes, c'est-à-dire des gens pas sérieux. Et je pense que ceux qui, aujourd'hui, j'entends, je parlais de Jean-Luc Romero, que je connais à titre personnel, et qui n'est pas mon ami, Jean-Luc Romero qui est à la tête de l'association pour mourir dans la dignité, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Jean-Luc Romero, c'est un constructiviste, il fait abstraction de ce qui existe. Alors il a de bonnes raisons, donc il défend évidemment l'euthanasie la plus proactive possible, au nom de la dignité humaine. Et je comprends pourquoi il est aveuglé, parce qu'il sait qu'il a le sida, c'est de notoriété publique. Il a, je pense, à cause de la trithérapie, des nuits très difficiles. Il a vu des tas de copains mourir du sida. Il y a des gens qui sont morts de choses horribles avec le sida, de cytomégalovirus, de choses absolument abominables, horriblement douloureux. Et donc, moi je comprends que quand on a vu mourir des tas de proches dans des souffrances abominables, on a une position sur le sujet beaucoup plus de l'euthanasie, beaucoup plus radicale que des gens, je le redis, qui vivent à l'abri de tout ça et n'ont jamais connu la mort de près, comme il en existe tant de nos jours. Mais pour moi, Jean-Luc Romero est un idéologue, c'est un constructiviste. Il part de zéro, il dit il faut appliquer des principes et on ne s'occupe pas de ce qui existe. Voilà. Y compris du fait qu'il existe une sédation active aujourd'hui, donc qui permet quand même d'arrondir les souffrances, de les soulager très fortement en soins palliatifs. Donc Romero, il a cette position extrême pour. De l'autre côté, il y a des gens qui ont une position extrême contre. Et pour moi, ce sont des gens qui n'ont jamais vécu la souffrance d'un agonisant, la souffrance d'un mourant. Et je le redis, quand on a connu cette souffrance, quand on l'a connue de près, je ne parle pas de « ah, mon voisin m'a dit que » ou « ma cousine m'a raconté que », c'est quand on s'est retrouvé dans les derniers instants en soins palliatifs auprès d'une personne qui meurt d'une longue maladie, comme on dit, on ne peut pas avoir une position constructiviste sur le sujet. On se dit juste, et ne serait-ce que par humanité pour elle, mais par égoïsme aussi, en se disant « mais si j'étais à sa place, je préférerais qu'on abrège mes souffrances. » Et là-dessus, il faut comprendre que la sédation active, c'est une technique qui, en fait, vous étouffe petit à petit. C'est-à-dire que, progressivement, avec la sédation active, vous arrêtez de respirer. Dans le cas de ma sœur, la sédation avait commencé
à midi et elle est morte à 20h, pile, pratiquement pile, c'est 20h01. C'est impressionnant, le dernier souffle, ça existe le dernier souffle. Voilà. Ça veut dire que la sédation active, dans le cas de ma sœur, ça a duré 8 heures, voilà. 8 heures de détresse respiratoire. La question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux et jusqu'où aller? Donc moi, ma position sur le fond, elle est de dire qu'on ne peut pas valider un principe général d'euthanasie, d'aide à mourir. Ce qui se produit en Belgique, par exemple, me semble effrayant. Et notamment le fait que des jeunes qui décident de mourir demandent à ce qu'on les aide à se suicider, pour moi c'est une abomination. Parce que c'est contraire aux principes. Alors je vais reprendre un certain nombre de principes libertariens, je vais prendre le principe d'un libertarien qui n'a pas forcément ma faveur, qui est Murray-Rothbard, et qui est le principe de non-agression. C'est qu'on ne peut pas utiliser la science, des produits chimiques, des institutions comme la médecine, comme des médecins, pour administrer la mort, voilà, lorsque rien n'y oblige au fond. Donc pour moi, c'est un principe général. Maintenant, il y a effectivement des cas où la vie devient insupportable. Et dans ces cas-là, aujourd'hui, les victimes, les patients sont relativement démunis. Donc, je le dis, dans la vie, il y a les principes, mais entre l'intelligence et le fanatisme, il existe la nuance. La frontière qui sépare les deux, c'est la nuance. C'est-à-dire qu'un fanatique vous explique le principe et j'écoute pas les détails. Voilà. Et les gens intelligents, ils disent, il y a les principes, puis il y a l'application des principes. C'est le même débat pour ceux qui sont chefs d'entreprise, entre le chef d'entreprise et l'avocat. Vous allez trouver un avocat lui disant, qu'est-ce que le droit dit? Elle dit, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il dit, oui, mais enfin, mon métier, c'est pas d'appliquer le droit, c'est de faire tourner une entreprise. Et parfois, si on se contente d'appliquer le droit, c'est comme aux échecs. Si vous vous contentez, c'est pas parce que vous appliquez les règles que vous gagnez. Voilà, bon. Et donc, à un moment donné, il faut être un peu plus open mind. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que il y a mon principe général, qui est, je vais reprendre cette expression de Murray-Rothbard, qui est le principe de non-agression. Ce que Frédéric Bastiat, qui pour moi est le plus grand libertarien français, appelait le principe de vie. Voilà, on doit défendre la vie, c'est une position générale. On ne peut pas administrer la mort. Maintenant, il y a des situations de souffrance insoutenables et je peux imaginer, moi je ne suis pas directement concerné aujourd'hui par une longue maladie et donc je ne souffre pas, je n'ai pas de souffrance qui justifie cette position, simplement, à un moment donné, confronté à ça, vous faites quoi ? Et vous vous dites, ah non, mais moi, il peut hurler de douleur pendant 3 jours. J'ai vu ma grand-mère, moi, je ne sais pas tout dire, j'ai vu ma grand-mère qui était devenue aphasique pendant 15 jours, elle avait un cancer des os, elle était aphasique, alors que aphasique, allongée, et à 80 ans, les gens se souviennent, ceux qui la veillaient à ce moment-là, 10 jours avant sa mort, se souvenaient de l'avoir vue faire un tour sur elle-même, un bond, et tourner sur elle-même de douleur. Elle ne pouvait plus parler. La douleur était tellement intense que c'était insupportable. Mon oncle, et je vais vous faire mon oncle Lucien, dont je salue la mémoire, quand il soulevait les bras, il hurlait de douleur, il pleurait de douleur. C'était un grand gaillard qu'on avait connu plutôt indifférent à la douleur. Et vous avez des gens qui ne peuvent plus bouger sans hurler de douleur. Vous faites quoi dans ce cas-là? Voilà. Donc moi, ce qui me gêne, c'est, je le redis, les positions constructivistes, les positions idéologiques, les positions tranchées et intolérantes sur ces sujets. Moi, je pense qu'il y a des zones politiques où la nuance doit prévaloir et où l'humanité et la capacité d'écoute doivent prévaloir, et où on doit se débarrasser de cette agressivité permanente contre ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et je ne peux que vous dire, j'ai lu, je lis, il y a des gens très bien qui disent, mais je veux dire, Agnès Buzyn, elle a pris des positions qui, moi, me semblent respectables, même si je n'aime pas Agnès Buzyn.
Je ne vais pas rappeler ici les combats à l'époque du Covid, mais il y a des positions, on peut s'écouter. Voilà. Et moi, ce qui m'effraie, je le redis, c'est le languissement de la société vers un affrontement binaire. Et j'en parle intentionnellement parce que je suis fâché de voir que des gens qui ont souffert, voilà, des positions d'Agnès Buzyn au moment du Covid, des gens qui ont vécu la relégation, qui ont vécu la discrimination parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Je suis chagriné de voir qu'aujourd'hui ils sont devenus pires que ceux qui les ont discriminés à l'époque et que leur intolérance est devenue maladive. Et je ne peux que le redire. Moi, je me suis opposé à l'époque au pass sanitaire, je me suis opposé au vaccin, je n'ai pas été vacciné parce que je défendais la liberté d'expression, la liberté d'agir et le consentement éclairé du patient. Voilà. Et je suis désolé de voir que plein de gens qui étaient de ce combat se sont fait récupérer par une presse d'infiltrés qui a tué en eux toute forme d'éclairage. La lumière, à un moment donné, eh bien oui, moi je défends les lumières. Je sais que plein de cathos intégristes expliquent que c'est luciférien, la lumière, au sens propre. C'est diabolique. Eh bien moi je vais vous dire, ce qui fait que nous sommes humains, c'est notre capacité à regarder dans la lumière et pas dans l'obscurité. Ce qui fait que nous sommes humains, c'est notre préférence pour la lumière et pas pour la cécité. Et je regrette tellement de voir que, d'une façon ou d'une autre, Macron a gagné parce qu'il finance ces médias prétendument alternatifs. C'est une grande manip, vous ne le voyez pas. Et il a gagné, c'est-à-dire il a fait de vous des extrémistes anti-macronistes. L'extrême centre macroniste, grâce à ces médias qui se prétendent alternatifs et qui vomissent de la haine toute la journée, ces médias vous ont transformé en extrémiste anti-macroniste. Et donc Macron, il a gagné. Ben moi, je vais vous dire, je préfère la lumière, la nuance, l'intelligence, et il a raison. Voilà ce que je voulais vous dire. À bientôt.